Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Il voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous. Il était une fois un livre retrouve cette semaine Philippe Gérin pour nous présenter, parler autour de son livre Les voyages de Comca, édité chez Gaïa. Bonjour Philippe Gérin. Bonjour. Donc hier on a fait une première présentation de ce livre et notamment de son personnage principal Comca. Il y a une autre petite particularité dans une autre deuxième histoire, je dirais presque, dans ce livre, dans votre livre, c'est l'intervention de son frère. Je dis son frère parce que c'est pas une surprise, il se présente comme ça dès le départ. D'ailleurs, dans votre livre, c'est présenté avec l'écriture est différente, donc on sait tout de suite qu'on passe à son frère. Ouais. Et donc, est-ce que c'était une manière pour vous de nous faire voir Comca de l'extérieur et non plus de l'intérieur, de faire comme un... Parce qu'on se doute bien qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il laisse des traces, on ne sait pas... Enfin, dans les familles où il passe, il laisse quand même une empreinte. Ouais. Pas toujours très flatteuse pour lui. Est-ce que l'intervention de son frère avec donc un angle de vue différent permet un petit peu d'atténuer ces... Oui, alors en tout cas, le frère est bien un contrepoint à ce que le lecteur apprend de Comca pendant tout le récit. L'idée, c'était... Alors, le livre commence par un prologue, en fait, où on voit Comca partir de chez lui, et il y a une seule personne qui le voit partir cette nuit-là, c'est son petit frère qui l'observe par la fenêtre et qui voit son frère s'en aller avec son sac, et Comca est parti sans prévenir personne, mais pas son petit frère, et son petit frère non plus. Et donc oui, après, 10 ans après le départ de Comca, son petit frère part sur ses traces pour le retrouver et pour comprendre pourquoi il est parti, et pour essayer de réconcilier leur destin. Et du coup, il passe par un jeu de pistes aussi, puisque Comca a quand même donné quelques nouvelles avec quelques cartes postales qu'il a envoyées pendant ces 10 années des 4 coins du monde où il est passé. Il arrive à retracer le parcours, en tout cas à retrouver des endroits où Comca a vécu, et donc passer derrière lui, et parfois rencontrer des personnes que Comca a connues 10 ans plus tôt. Et effectivement, il permet, ce personnage, de faire avancer notre connaissance de Comca, de ses blessures et des raisons peut-être qui l'ont fait partir, et aussi de compléter des histoires qu'on avait laissées avec Comca. À trous, un peu. Voilà, des personnages, des situations pas complètement... dont le lecteur ne connaît pas complètement toujours le point final, et donc Aiden, en repassant, le petit frère, en repassant sur ces lieux, en rencontrant 10 ans après des personnes qui ont croisé Comca, permet aussi de terminer les puzzles qui ne sont pas terminés. de combler les blancs. Les blancs, exactement. Les blancs. En tout cas, ce qui est très étonnant, c'est un personnage quand même très très magnétique, ce Comca. Alors on l'imagine à la manière dont vous le décrivez, physiquement. On a vraiment l'impression de quelqu'un de très solaire, ce qui est paradoxal par rapport à ce qu'il vit intérieurement. Ouais, tout à fait. Quelqu'un de très solaire, très magnétique. Dès qu'il arrive quelque part, finalement il est accueilli sans réserve. Alors que on voit bien que c'est un étranger, tout le monde voit que c'est un étranger, mais il est accueilli sans réserve dans les familles, Oui. et lui suit le mouvement. Oui, tout à fait, ouais. C'est exactement ça. Il est, en fait, Comca, c'est quelqu'un qu'on a envie d'aimer immédiatement, qu'on a envie d'accueillir, avec qui on a envie de faire un bout de chemin.
il y a des personnes comme ça, moi j'en ai connu, on ne sait pas trop pourquoi, c'est des personnes qui tout de suite attirent la sympathie et l'envie d'être avec ces personnes. Et donc Comca fait partie de ces personnes-là. Donc il a effectivement jamais de mal à trouver sur sa route des gens qui vont l'aider, qui vont l'accueillir, l'héberger. Il tombe amoureux, enfin des gens qui tombent amoureux, des femmes qui tombent amoureuses de lui. Oui, c'est quelqu'un comme ça, effectivement, qui dégage quelque chose. Et qui est complètement en contraste effectivement avec l'intériorité du personnage. Et c'est ça qui met beaucoup en déséquilibre aussi les personnes qu'il croise, puisqu'il est d'un côté, ce premier abord très solaire, et puis derrière quelque chose de très secret, de très fermé, que les personnes avec qui il vit n'arrivent pas vraiment à percer, quoi. Et à la fois, vous dites, il tombe amoureux, enfin vous êtes reprise, des femmes tombent amoureuses, parce que quelque part, lui, on ne sait rien de ses sentiments vis-à-vis de ces femmes-là, quoi. Il est très très fermé, oui, on ne sait pas exactement. Oui, comme s'il ne s'autorisait pas, en fait, il n'est pas là pour ça. Ouais. Eh ben, il est, en fait, toute sa problématique qu'on va, je pense, découvrir, une des thématiques du livre, c'est la problématique de l'attachement, en fait. Je pense qu'il est, à cause de son parcours initial, il est dans la crainte de l'attachement, et donc dès qu'il sent l'attachement arriver, il repart, en fait. Et c'est ça, toute ça, sa problématique, c'est de trouver un lieu où il n'aura un lieu et des personnes à un moment donné où il n'aura plus ce besoin de partir. Donc oui, pour les personnes qu'il croise, c'est très déstabilisant, parce qu'à la fois il est très attirant, et une fois qu'on est avec lui, il est fuyant. Voilà, il est fuyant, on n'arrive pas à passer le cap d'après dans la relation. Il ne s'implique pas, en fait. Non. Peut-être aussi qu'il sait qu'il est de passage et qu'il se protège aussi, quoi. Oui, on sent bien qu'il se protège. C'est clairement, il se protège, et dès qu'il sent que quelque chose se met en place, qu'il pourrait rester, construire quelque chose, c'est là qu'il lâche et qu'il repart. Il a peur de cet attachement. Et il repart à zéro, et à chaque fois dans des contrées, il s'attache quand même. On sent bien que c'est un personnage qui a besoin de cette nature. Alors c'est peut-être pas forcément très flagrant en Norvège, mais par exemple quand il arrive en Sibérie, sur les bords du lac Baïkal, là on sent un personnage qui va... La nature vient à son secours, comme si la nature venait à son secours, quoi. Oui, la nature est Ça commence à bouger, les lignes commencent à bouger chez le personnage. Oui, de toute façon. Alors, l'idée, c'est que les lignes bougent au fur et à mesure que le roman avance, et qu'il y a une transformation est à l'œuvre dans l'intériorité du personnage. Et oui, les lieux et la nature ont un rôle à la fois... on ne sait pas trop toujours quel est ce rôle. En tout cas, il y a le rôle des lieux et de la nature est très présent, parfois positivement, parfois plus négativement. L'idée, c'était de montrer que, quels que soient aussi les lieux et la beauté des lieux dans lesquels se trouvent, ces lieux, ça peuvent être à la fois des enfermements ou des espaces de liberté. On peut être dans des lieux magnifiques, avec la nature partout, et d'ailleurs et des lieux sans limite, on dirait, et pourtant se sentir complètement pris et piégé et enfermé dans ce lieu-là. Et d'ailleurs, il y a un des personnages du lac Baïkal autour du lac Baïkal qui le dit très bien, Irina, qu'elle se sent enfermée là, en fait. En fait, c'est pas forcément les lieux, c'est dès lors qu'on est enfermé sur soi-même, de toute façon, où qu'on soit, oui, aussi, on se sentira enfermé. Ouais, tout à fait. On sent bien que même cette femme qui le dit, avant d'être prisonnière de cette nature, elle est prisonnière de sa vie, quoi. Donc forcément, même si elle était ailleurs, ce serait pareil. Même si elle pense que... On ne peut pas plus s'échapper, c'est pas parce on peut pas plus s'échapper d'un lieu confiné, je vais utiliser un mot à la mode, mais d'un lieu très exigu d'une ville ou d'un appartement, même si on est fermé soi-même, on le sera aussi dans des lieux qui pourtant ont des espaces infinis.
Oui, on sent bien. Mais les lignes commencent à bouger quand même. On le sent bien au deuxième. En tous les cas, c'est à chaque fois, donc, comme je le disais, la nature a une place vraiment à part entière dans votre livre. Donc, j'imagine, vous êtes allé vous-même dans ces lieux visités par Comca? Oui, alors c'est à chaque fois. En fait, quand j'ai commencé à écrire ce roman, ma trame, c'était vraiment cette problématique autour de l'attachement. Et le point de départ, c'était un personnage qui part comme ça. Mais je n'avais pas prémédité où j'allais le faire aller. Et quand il a fallu du coup que je le projette à 3 endroits différents, effectivement, j'ai été choisir des lieux que j'ai traversés moi-même, parce que je cherchais des lieux très puissants et du coup, c'était plus simple pour moi de faire référence à des lieux où moi-même j'avais senti cette puissance des éléments et cette beauté de la nature. Donc effectivement, j'ai choisi des lieux que j'avais traversés. Parfois, il y a très longtemps, hein, c'est pas forcément des voyages récents, si ce n'est le lac Baïkal, c'est le plus récent, mais sinon ça peut remonter à 10 ans. À 10 ans pour la Norvège. Voilà. Donc, oui, mais les empreintes, elles sont toujours là. Tout à fait, parce que j'ai vraiment pas fait de recherche documentaire pour décrire les lieux. C'est vraiment tout basé sur mes souvenirs, donc qui peuvent être tronqués, hein, parce que 10 ans après un voyage, vous avez votre mémoire peut avoir déformé les choses, mais en tout cas, tout est basé sur le ressenti qui me reste de ces lieux et qui sont encore très forts. Et ce qui m'a fait très plaisir, c'est que des lecteurs qui sont passés récemment à ces endroits-là m'ont dit on a vraiment retrouvé ce qu'on y a vécu aussi. Et donc, ça veut dire qu'il reste des traces quand même assez fortes, même longtemps après, des lieux qui vous ont marqué. À la fois, je pense que c'est là ce qu'on perçoit le plus, ce sont justement les ressentis, plus que les paysages. Quand vous êtes face sur le haut d'une falaise, en fait, on va plus retenir le ressenti du personnage que le paysage. Que même le détail du paysage. Voilà, donc à la limite, même si la mémoire, elle est un peu infidèle, ce qui compte là avant tout, c'est le ressenti, puisque on est dans une recherche de lui-même, enfin pour le personnage, je dirais. Donc ce qui nous importe pour comprendre où il va et ce qu'il va faire, c'est avant tout comment il est à l'intérieur de lui-même et de ses ressentis. Oui, lui, comme et les autres personnages aussi, parce que tous ont tous un lien fort avec leur environnement, en fait, quel que soit le personnage, en fait, que ce soit le personnage principal ou les autres. Et effectivement, c'est exactement ça, c'est le ressenti par rapport à un décor, par rapport à un environnement. Mais à travers ce ressenti, on a l'impression quand même de voir le paysage. C'est ça qui est. Mais c'est le ressenti prime sur les détails du paysage. Donc, même si votre mémoire est défaillante, ça ne va pas impacter le livre. C'est souvent ce que je dis à certains lecteurs qui ont voyagé dans ces pays-là. Je leur dis, j'ai toujours peur à un moment donné. Je m'attends toujours à ce qu'à un moment, il y a un lecteur qui me dise, oui, mais la plage de Blake, là, que vous avez décrit, en fait, ça, c'est pas là, c'est ce que vous décrivez là, c'était sur une autre plage. Certainement que j'ai fait des mélanges, reconstituer un décor à partir de plusieurs décors, mais pour l'instant, j'ai pas rencontré de lecteur qui m'a fait de process là-dessus. Oui, puis peut-être que c'est quand même pas une destination très... Oui, il n'y a pas énormément de personnes qui... encore que les Westerhallen, juste à côté, il y a les Lofoten qui sont plus connus, en fait, où il y a quand même pas mal de tourisme. Alors, les Français, je sais pas trop, mais en tout cas, des touristes allemands... il y a quand même du monde qui y va maintenant. D'ici à trouver un lecteur qui vienne vous chercher... Qui vienne nous chercher là-dessus, peut-être ça va prendre encore un peu de temps. Ça va prendre encore un peu de temps. Bon, en tous les cas, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. On laisse place à un petit peu de lecture en musique et je vous retrouve demain pour la suite des voyages de Comca.
À demain. Philippe Gerin, Les voyages de Komka. Sur l'île du Toya, un homme a tiré sur la foule. C'est arrivé tout à l'heure, il y a 1 heure ou 2 à Oslo. C'est Olav qui raconte. Il l'a entendu à la radio. Une bombe dans la ville, une fusillade. Komka pose des questions. Il réclame des détails. Mais Olav ne sait pas. Il vient juste d'entendre la nouvelle dans sa voiture. Il y a une émission spéciale. Komka allume la radio. Il demande à Olav de traduire. Maiken ne comprend pas. L'agitation envahit soudain sa cuisine. Elle n'est jamais allée à Oslo. Une fusillade à Oslo. Elle murmure les mots, plusieurs fois, pour elle-même. Une bombe à Oslo. C'est étrange, mais ces mots ne revêtent aucune réalité pour elle. C'est loin comme la lune, Oslo. Komka crie en tournant son visage vers elle. 77 morts, c'est incroyable! Olav continue de traduire en anglais. Il traduit comme il peut. Un flot de paroles dégouline des enceintes. Maiken observe Komka. Elle n'a pas réagi non plus face au nombre. 77. Komka paraît exagérément excité par le drame en cours. Il tend l'oreille, les mots de la radio, les mots d'Olav. Plus vite, il se redresse d'impatience, marche autour de la table, 1 fois, 2 fois, pose un genou sur une chaise. Il se poste devant la fenêtre, main sur les hanches, répète « 77 morts ! 77 !» Il jette un regard par la fenêtre, un autre en direction de Maiken. Il écarquille les yeux, soupire à l'annonce d'un détail, un fait nouveau est contredit quelques minutes plus tard. Komka voudrait partager sa sidération avec Maiken. Juste s'enivrer de cette folie et s'oublier encore. Mais Maiken s'est assise dans le fauteuil. Elle se sent comme dans un siège de cinéma. Le vieux cinéma de Blake avec ses fauteuils en velours rouge râpés sur les accoudoirs. Elle n'est jamais allée à Oslo. Oslo, c'est la ville de départ de sa mère pour l'Amérique du Sud. C'est un tampon sur l'enveloppe de la lettre. C'est tout ce que cela lui évoque de tangible. La seule vérité sur Oslo, c'est celle-ci. C'est la première fois qu'elle voit Komka ainsi, totalement dans l'instant. Elle le trouve si jeune tout à coup. Bestefar est entré à son tour dans la cuisine. Maiken ne l'a pas entendu arriver, mais il est là, immobile, dans l'embrasure de la porte. Il écoute la radio, il écoute et il pleure. C'est la première fois qu'elle le voit pleurer. Cela aussi est étrange. Ses beaux yeux clairs pleurent d'impuissance, sans pudeur. Mais elle ne ressent toujours rien. Rien du tout. Tous ces inconnus fauchés par un fou sur une île verdoyante du fjord d'Oslo. Aucune compassion. Et elle se recroqueville un peu plus dans le fauteuil. Plusieurs heures ont passé ainsi, la radio en fond sonore, la radio qui crache la mort. Parfois, Olav et Komka ont changé de place autour de la table. Nora les a rejoints. Elle est arrivée en fin d'après-midi. Elle a apporté des gâteaux. Ils ont bu de la bière. Ils ont mangé du pain avec du fromage. Ils ont mangé les gâteaux aussi. Nora a téléphoné plusieurs fois chez sa sœur. Elle étudie le droit à l'université d'Oslo. 3 tentatives. Elle a pu enfin lui parler. Elle était soulagée de l'entendre. Elle ne pouvait plus s'arrêter de rire au téléphone. Komka se tenait à côté d'elle. Qu'est-ce qu'elle dit ? Une ambiance de fin du monde à Oslo. Des policiers partout. Les habitants errent dans les rues. Fin du monde. Des bougies et des fleurs partout. Oslo est une cathédrale funéraire à ciel ouvert. Komka demande à nouveau. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement, ta sœur ?» Nora répète. Il hausse les épaules. Peut-être voudrait-il être là-bas. C'est ce qu'imagine Maiken dans son fauteuil. Elle pense à Bestefar. Il s'est retiré depuis longtemps. Il marche sans doute dans la lande. On ne le reverra pas avant demain matin. Elle voudrait que Nora et Olav rentrent chez eux maintenant. Elle voudrait être
enfin seule avec Komka. C'est ce qu'elle attend depuis le matin. Parler avec lui. Elle n'a que faire de ce qui se passe à Oslo aujourd'hui, même si le monde entier est stupéfait. Et Komka, inlassablement, se repaît des interviews de témoins hystériques qui n'ont rien vu et qui répètent tous la même chose. Le bruit, les cris, les coups de feu. Maiken, finalement, s'est endormie. Lorsqu'elle se réveille, Nora et Olav ne sont plus là. La nuit est tombée. Komka dort. Sa tête repose sur ses bras croisés sur la table. Elle se lève, elle s'étire, elle éteint la radio. Enfin le calme de la nuit. Mais dans le silence de la maison, pénètre une plainte du dehors, la longue plainte des bêtes qui ont faim. L'appel du lama mâle se détache de la rumeur, plus puissant, plus insistant. Elle a oublié de nourrir ses bêtes ce soir. Elle s'en veut terriblement. Elle doit sortir. Dans la nuit et le froid, elle frissonne en enfilant sa veste imperméable. Lorsqu'elle ouvre la porte, l'air qui se faufile à l'intérieur est pénétrant. Komka l'appelle. Il s'est réveillé. Interview, lecture, il était une fois un Il voulait livre. voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. La rubrique Il était une fois un livre, 17h15. C'est sur Fréquence 8.